Bonjour à tous et bienvenue à Récap, votre magazine de révisitation de l'histoire. Nous revenons aujourd'hui sur les actions tumultueuses de la France d'après les indépendances en Afrique. Depuis 1962, plus d'une trentaine d'opérations de maintien de l'ordre ont assuré une paix française à des dictatures élimées jusqu'à la corde. Après le choc de la décolonisation, De Gaulle avait instauré en Afrique une sorte de précaré francophile. Le général voulait compter sur des amis sûrs, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Philbert Tsiranana à Madagascar, Léon Mba, puis Omar Bongo au Gabon, Amadou Ahidjo au Cameroun. Dans l'esprit de Gaulle, tout recul de la France en Afrique aurait été immédiatement comblé par l'action des soviets, de la Chine communiste et même des Américains. Pour maintenir cette suprématie sur le continent noir, des pactes secrets de défense ainsi que des accords d'assistance et de coopération militaire furent signés. De Gaulle veilla personnellement à l'affaire. Le général rencontrait chaque soir son secrétaire général aux affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart. Les opérations se menaient en Afrique, la France en assumait la responsabilité. En 1960, au Cameroun, Ahidjo ne contrôle plus le sud, tenu par les maquisards bamileke du nouveau chef de l'Union des populations du Cameroun, Félix Moumié. Il est contraint de demander l'aide de la France. C'est Jacques Foccart, qu'Ahidjo a connu sur le banc de l'Assemblée de l'Union française, qui plaide le dossier auprès de Gaulle. Celui-ci finit par accepter l'idée de l'intervention. Au sud Cameroun, le colonel Crest de Villeneuve, un ancien de service de renseignement jugé trop timoré, est remplacé par le général Briand. 5 bataillons ratissent les forêts de Sanaga et répriment brutalement les rebelles. Plusieurs villages sont incendiés et rasés. Beaucoup d'officiers admettront plus tard qu'on aurait pu éviter un tel bain de sang. Reste Félix Moumié, les miraculés de la répression. Le service secret de renseignement a maintenant le feu vert de Jacques Foccart et de l'Élysée pour une opération auto, terme très en vogue, au service action depuis le début de la guerre d'Algérie. Le 15 octobre 1960, à Genève, Moumié est empoisonné au thallium par le service secret français. Cet assassinat ne fait qu'attiser la révolte bamileke. Avec l'aide de ses conseillers français, le colonel Noiret et le capitaine Leroy, le président Ahidjo ordonne un massacre généralisé. En 2 ans, de 1962 à 1964, témoigne Max Bardet, pilote d'hélicoptère, l'armée régulière avait complètement ravagé le pays bamileke. Ils ont massacré entre 300 à 400 000 personnes, un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race. Sagués contre les armes automatiques, les bamileke n'avaient aucune chance. Le 5 mars 1966, Osendé, nouveau secrétaire de l'UPC, est à son tour assassiné. En 1971, Ernest Ouandié, le dernier chef des rebelles, est publiquement exécuté à Bafoussam. Pendant toute cette époque, Paris soutient financièrement et militairement le régime camerounais. Sous d'autres cieux, en 1963, la foule manifeste à Brazzaville contre le régime corrompu de Philibert Youlou. À l'Élysée, on redoute que les cercles révolutionnaires moins favorables à la France ne s'emparent du pouvoir. Le chef de l'État donne personnellement consigne au général Kelvagara d'intervenir en faveur du président congolais. Le même scénario se répète en février 1964 à Libreville. Le président gabonais Léon Mba est renversé par une poignée de militaires sans qu'une goutte de sang ne soit versée. L'armée remet ensuite le pouvoir aux civils. Cela ne suffit pas à De Gaulle qui craint qu'Américains et Soviétiques, profitant de la confusion, ne s'emparent du précieux pétrole gabonais. 2 compagnies de paras envoyées sur place nettoieront le terrain, assassinant de nombreux soldats démocrates. Des années plus tard, c'est l'intervention au Tchad qui fait parler la France en Afrique. Malgré les premières réticences du général De Gaulle, le général envoie le premier régiment étranger parachutiste en N'Djamena pour rétablir le régime despotique du président François Tombalbaye. En 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir en France ne modifiera en rien cette politique africaine. Toujours au Tchad, de 1982, date de la prise de pouvoir d'Hissène Habré, jusqu'à la fin des années 1990, lorsqu'il fut à son tour évincé par Idriss Déby, la France a continuellement accru son soutien militaire et financier à un régime tyrannique. En 1990, alors que tout le Bénin manifeste pour réclamer le départ de Mathieu Kérékou, la France accorde une aide inique afin de payer le solde des militaires dévoyés et des fonctionnaires corrompus du potentat local. L'assistance à dictateurs en difficulté ferait-elle office à Paris de nouvelles politiques africaines? La question reste sans réponse.
En janvier 1993, l'Élysée offre encore l'aide au président camerounais Paul Biya, ne se contentant pas d'avoir truqué outrageusement la dernière élection, a immédiatement après envoyé en prison son concurrent John Frondi. La fraude a paru tellement révoltante que les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne ont refusé de cautionner cette mascarade. François Mitterrand, lui, n'a rien dit. Il arrive pourtant que le président français soit plus prolixe. Le 17 et 18 novembre 1986, de retour du sommet africain de Lomé, François Mitterrand fait une escale de 2 jours à Ouagadougou. Mal lui en prend. 3 ans plus tôt, le 4 août 1983, à la faveur d'émeutes populaires, le capitaine Thomas Sankara a pris le pouvoir. Il a fait de sa lutte contre la corruption un symbole au point de rebaptiser la Haute-Volta, Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Et il ne pardonne pas à Guy Pen, l'ex-conseiller aux affaires africaines de Mitterrand, d'avoir quelques années plus tôt, néocolonialisme oblige, ordonné son arrestation. Lors du toast officiel, abandonnant tout protocole, le président burkinabé prend à partie le président français. Nous, Burkinabés, n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, le chef de l'UNITA, et des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et Sankara a fustigé cette politique de coopération. Ce qui s'appelait hier aide n'était que calvaire et que supplice pour les peuples. Apparemment impassible, François Mitterrand n'en est pas moins froissé. L'ancien ministre de la France d'Outre-mer n'apprécie guère la leçon, surtout venant d'un petit capitaine de la plus pauvre des anciennes colonies. Dans un discours plein de verve et non dépourvu de sous-entendus, il répond à celui-ci qu'il a apostrophé. J'admire les qualités du président Sankara qui sont grandes, mais il tranche trop. À mon avis, il va plus loin qu'il ne faut. Vous avez besoin de nous, eh bien, vous le direz. Vous n'avez pas besoin de nous, eh bien, dans ce cas, on s'en passera. On peut penser que ce jour-là, Thomas Sankara perdit réellement le pouvoir au Burkina Faso. En janvier 1987, le président Houphouët-Boigny reçoit secrètement et à plusieurs reprises le capitaine Blaise Compaoré. Le numéro 2 du régime burkinabé, déjà ministre de Justice, s'est peu à peu convaincu que le pouvoir doit lui revenir. À Abidjan, autant qu'à Paris, les lobbies du clan africain l'y encouragent. Houphouët-Boigny débloque alors des fonds démesurés. Le secrétaire général de la présidence, Kofi Gervais, parle de 5 milliards de francs CFA afin de financer une guerre de tract qui déchira le Burkina Faso au cours du mois de juin 1987. Il s'agit de dénoncer la déviation militaro-fasciste du régime Sankara. Le 4 août 1987, Thomas Sankara contraint d'annoncer une pause dans la poursuite de la révolution. Le mois suivant, il confie à quelques proches « Je ne pense pas que Blaise veuille attenter à ma vie. Le seul danger, c'est que si lui-même refuse à agir, l'impérialisme lui offrira le pouvoir sur un plateau d'argent en organisant mon assassinat. Même s'il parvenait à m'assassiner, ce n'est pas grave. Le fond du problème, c'est qu'ils veulent bouffer et je les en empêche. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est exécuté de 2 balles en plein front par les hommes de Compaoré. 2 jours après l'assassinat de Sankara, le président togolais, le premier, reconnaît le nouveau Front populaire du Burkina Faso instauré par Blaise Compaoré. Entre Étienne Eyadema, le despote, et Sankara le pur, le courant n'était jamais passé. La Côte d'Ivoire, accusée par la presse lors du toast officiel, le coup reste silencieuse. François Mitterrand regrette. 4 mois plus tard, Francis Bouygues, le roi du béton français, arrive à Ouagadougou pour signer le contrat de construction du grand marché populaire de la capitale. Et bientôt, Blaise Compaoré peut enfin disposer personnellement d'un Boeing 727 ultra perfectionné ainsi que d'un palais bunker digne de ce nom. Fini l'époque sankariste où le patrimoine des dirigeants de la révolution de 1983 devait être examiné à la loupe. Voilà, c'est la fin de ce récap consacré aux actions tumultueuses de la France dans l'Afrique francophone post-indépendance. Nous vous disons merci et nous nous donnons rendez-vous très vite pour une autre page de l'histoire d'ici ou d'ailleurs.